De la philosophie à Rome sous l'Empire, de Benjamin Constant Martha. L'étude de la philosophie à Rome sous l'Empire et de l'espèce d'influence que les philosophes y exercèrent alors sur les esprits est à coup sûr intéressante en tous les temps. Elle l'est surtout, nous osons le dire, à une époque comme la nôtre, où l'oubli des principes, l'absence d'idées morales ont jeté la société dans de si graves périls. Plus que jamais, il est opportun d'analyser et de connaître les périodes historiques où déjà se sont signalés les maux dont nous souffrons. Sans vouloir identifier le présent avec une époque reculée, sans forcer les ressemblances, il est utile d'interroger le passé et il ne peut être indifférent d'y étudier en particulier les doctrines qui, dans les âges de corruption, ont soutenu et relevé les âmes. Il ne s'agit pas de les adopter, tout n'y étant pas bon et salutaire. Il faut en prendre ce qui est sain, élevé, vraiment généreux, rejeter le reste, et en y joignant les lumières que ne pouvaient avoir les anciens, faire de toutes ces doctrines un code de morale où l'esprit se retrempe et se fortifie. Quelles étaient donc les idées qui, au milieu du despotisme des Césars et de l'universelle corruption, servaient d'appui à ceux que ce despotisme corrupteur ne jetait point dans une insouciance absolue des choses de la pensée? Quelle était la philosophie qui avait cours chez eux? Ce n'était point, quant au fond, il faut l'avouer, une philosophie originale, et qui eût pris naissance dans le peuple romain lui-même. Elle était née en Grèce, et les Romains, après l'avoir adoptée, la laissèrent à peu près, si l'on ne regarde que la théorie, au point où ils l'avaient reçue. Seulement, ils lui donnèrent un caractère pratique, qu'elle n'avait point auparavant. Ils surent la débarrasser de certaines arguties et de certaines subtilités grecques, de manière à lui donner sur les esprits une autorité plus efficace. Aussi, nous autres modernes, qui à la vérité savons mieux en général le latin que le grec, puisons-nous plus volontiers à la source latine les préceptes de la morale. Notre littérature en porte la vive empreinte. C'est toutefois la Grèce, nous l'avons dit, qui eut l'honneur de provoquer à Rome ce mouvement philosophique. On sait que Carnéade fut député par les Athéniens avec 2 autres philosophes auprès du Sénat romain pour y présenter une réclamation. Il profita de son séjour à Rome pour en initier les citoyens à la science. Il n'y faisait pas, à vrai dire, de cours suivis. Ce n'était pas un professeur à proprement parler. Ces leçons faites çà et là, sans continuité régulière et systématique, ressemblaient à ce que nous appelons des conférences publiques. Il n'en eut pas moins un grand succès. Il excita d'abord un vif étonnement, puis une sorte d'enthousiasme. On ne connaissait point cette science nouvelle, la philosophie. Elle eut donc l'attrait des choses inconnues. L'éloquence de Carnéade fit le reste. Néanmoins, l'émotion qui se produisit alors fut superficielle, et les discours de Carnéade n'eurent que le succès passager d'un jeu d'esprit. Il n'en fut pas de même des doctrines de Panétius, qui un peu plus tard, après avoir étudié à Athènes sous Zénon, vint à Rome et y ouvrit une école. Panétius, lui, fut vraiment un docteur. Il était entouré, écouté de l'aristocratie romaine. Il avait pour disciples Scipion Émilien, Lélius, le jurisconsulte Scaevola et d'autres encore auxquels il apprit à faire pénétrer les principes de la philosophie dans le droit romain. Dès lors, les philosophes commencent à prendre de l'empire. On les voit peu à peu s'introduire dans les grandes maisons où ils deviennent les conseillers de la famille, et leur compagnie est recherchée par les hommes les plus illustres. C'est ainsi que Brutus, un siècle environ après Panétius, un demi-siècle avant l'ère chrétienne, entretient un commerce amical avec le philosophe Ariston qu'il adopte pour compagnon pendant une partie de sa vie. Caton d'Utique, dans le même temps, se met à la recherche d'un philosophe nommé Athénodore, et n'a point de repos qu'il n'ait vaincu la répugnance que celui-ci manifestait à le suivre. Athénodore cède enfin, et Caton se déclare plus heureux que Lucullus et Pompée. C'est le même Caton qui, tout près de se suicider, lit 2 fois le Phédon, cet éloquent dialogue où Platon exprime sa pensée sur l'immortalité de l'âme. Puis, faisant sortir de sa chambre ses amis et son fils, il ne souffre près de lui que 2 philosophes auxquels il veut confier ses dernières pensées, tant est grande déjà l'influence morale de la philosophie sur les esprits cultivés.
Mais ce crédit devait croître encore sous l'Empire et atteindre alors son plus haut degré. Dans l'inquiétude universelle des âmes et l'ébranlement de toute croyance, les philosophes sont des soutiens auxquels on est heureux de recourir. Il y a plus. Dans certains cas particuliers, on va les chercher comme des médecins afin qu'ils guérissent telle plaie du cœur, telle affliction privée. Ils jouent tout spécialement le rôle de consolateurs. Par exemple, après la mort de son fils Drusus, Livie, la femme d'Auguste, fait venir Aréus, le philosophe de son mari, et lui demande des consolations qui, d'après son propre témoignage, lui sont données avec l'éloquence la plus efficace. Voir Sénèque, Consolation à Marcia. Nous voyons même des philosophes aller spontanément au secours des malheureux et les exhorter, témoins ces deux philosophes qui se rendent auprès de Plotus, que menaçaient les sicaires de Néron, et qui l'engagent à s'honorer par une mort volontaire bien préférable aux angoisses d'une vie sans sécurité. Voir Tacite, Annales 59. Le suicide, en effet, est non seulement autorisé, mais recommandé dans certains cas par les doctrines stoïciennes. Un jeune homme atteint d'une maladie incurable, un philosophe, ami de Sénèque, conseille la mort volontaire et celui-ci cède à ses avis. Il y a des philosophes qui suivent les condamnés jusqu'au dernier supplice afin de les soutenir et de les relever. Tracéas, condamné par le Sénat, garde à côté de lui, au moment de mourir, le philosophe Démétrius, avec qui il s'entretient de la séparation du corps et de l'âme, puis il se fait ouvrir les veines, tourne un dernier regard vers Démétrius et meurt. Tacite blâme Pétrone, qui en mourant n'usa point de ses consolations philosophiques, mais ne voulut entendre parler que de poésie légère, non de philosophie et d'immortalité. Nihil de immortalite animae et sapientium placitis. Voir Tacite, Annales 16, 19. C'était donc devenu une espèce de bienséance, à l'article de la mort, d'avoir auprès de soi son philosophe. Le philosophe devient un véritable directeur auquel on confie non seulement les enfants, mais toute la famille. Cornutus, on le sait, fut le maître de Perse, le poète stoïcien. Il était en quelque sorte le docteur de l'illustre compagnie dont Perse était entouré, et où se trouvait Tracéas, cet homme de bien qui, au dire de Tacite, était la vertu même, et les deux Arias, l'une belle-mère, l'autre femme de Tracéas, toutes les deux cousines de Perse, l'une qui, pour encourager à la mort son mari Paetus, se frappa d'abord elle-même, puis présenta à son mari le poignard ensanglanté en lui disant « Tiens, mon cher Paetus, cela ne fait pas de mal. » L'autre, qui, digne fille de la première, voulut mourir avec son mari Tracéas et, comme lui, se fit ouvrir les veines. À mesure que nous avançons, la philosophie devient populaire, c'est-à-dire qu'à la différence de l'ancienne philosophie patricienne, elle ne se restreint plus aux nobles familles de Rome, mais pénètre dans la province, se mêle à la vie de tous, cherche à réveiller partout le sentiment moral. La mission du philosophe est dès lors, au moins pour les sages de l'école cynique, et il faut prendre ici ce mot dans le sens honorable qu'il comporte, une espèce d'apostolat, de propagande hardie à travers la foule. Épictète en trace les devoirs dans les remarquables conseils qu'il donne à un jeune homme qui voulait se consacrer à cette œuvre de prédication populaire. Il lui recommande la pauvreté, l'amour fraternel des hommes, le pardon des injures, la pureté des mœurs, le célibat, toutes les vertus enfin que le christianisme demande à ses missionnaires. Par là, la philosophie pratique des Romains se rencontre avec les doctrines nouvelles. Elle emploie les mêmes moyens pour amener les âmes à la perfection. S'inspirant de l'esprit qui a donné naissance à la direction chrétienne, elle s'applique elle aussi à diriger et à réformer les mœurs des individus par des conseils spéciaux appropriés à chacun d'eux. Enfin, c'est tout à la fois, comme l'enseignement chrétien, une école publique et privée de réformation. La question pourtant était débattue de savoir si les préceptes spéciaux sont efficaces, et sur ce point, les stoïciens sont divisés. Les uns voulaient qu'on se bornât à l'étude de la philosophie contemplative. Quand on a une fois, disait-il, déterminé la nature du souverain bien, il n'est pas besoin d'en montrer les conséquences. Il faut laisser l'âme suivre son train. Où les préceptes généraux sont clairs et ils suffisent,
ou ils ne le sont point, et dans ce cas, ce ne sont pas les conseils particuliers qui les éclaireront. Ils ne peuvent servir qu'à égarer l'esprit dans les détails sans fin d'une casuistique qui, pour être applicable à tout et à tous, devrait avoir des proportions démesurées. Mais, répondaient les autres, le dogme ne suffit vraiment pas. Il faut des préceptes particuliers pour rendre palpable ce qui est trop général et trop abstrait. Mieux que cela, il faut un sage dont l'autorité persuasive nous prescrive un remède pour chaque maladie, nous défende de la contagion de la foule, soit enfin notre gardien spirituel. Sit ergo aliquis custos, dit Sénèque dans la lettre 94. C'était cette dernière opinion qui devait l'emporter. À partir de Cicéron et surtout sous l'Empire, la philosophie de précepte prévaut de plus en plus sur la philosophie dogmatique. Malheureusement, sur cette période qui s'étend entre Cicéron et Sénèque, les témoignages nous manquent, et il y a là tout un courant philosophique qui nous est mal connu. Cicéron, semble-t-il, ne mêle pas encore la philosophie d'une manière bien intime à la conduite de la vie. Sans doute il traduit les Grecs, les commente, les embellit, orne des doctrines parfois un peu sèches de son beau langage oratoire. Néanmoins, la philosophie est pour lui un besoin d'esprit plutôt qu'un besoin du cœur. Il l'oublie aisément pour revenir à la politique. C'est un exercice qui lui plaît à son heure, ce n'est pas un soutien de tous les instants. Horace le poète, Horace le mondain, l'épicurien, le prétendu buveur, paraît plus sensible que lui à l'influence pratique de la philosophie. Comment cela ? C'est que déjà la philosophie était entrée dans l'usage intime de la vie et se mêlait à toutes les actions. Aussi n'est-ce point seulement dans les satires, dans les épîtres, dans les grandes odes d'Horace que nous trouvons des préceptes moraux et des conseils de sagesse dont il profitait pour lui-même. Jusque dans ses chansons à boire, Horace se souvient de la philosophie et il mêle à la joie du festin des réflexions sur la vie humaine, sur sa brièveté et sur l'emploi qu'il convient d'en faire. Quant aux philosophes de profession qui précèdent Sénèque, leurs ouvrages, nous l'avons dit, sont perdus, et nous n'en connaissons que peu de choses. Sénèque nous a cependant donné quelques détails intéressants sur ses maîtres de philosophie. De ce nombre était Sextius, philosophe stoïcien, mais dont l'enseignement portait l'empreinte des théories pythagoriciennes. Les doctrines, en effet, commençaient à se mêler, et c'était là une conséquence naturelle de la prédominance de la philosophie pratique sur la philosophie dogmatique. Ne sachant plus au juste où s'arrête le dogme de telle ou telle école, on puise volontiers dans toutes les doctrines les idées de sens commun qu'on y trouve. L'éclectisme est donc un des caractères de cette philosophie. Nous le rencontrons dans Sextius. Sextius est un stoïcien tempéré, ou plutôt exalté par le pythagorisme, car l'école stoïque par elle-même n'avait point cet enthousiasme, ce ton d'hiérophante que les doctrines de l'école pythagoricienne avaient communiqué à Sextius. Celui-ci a quelque chose de véhément, un genre d'éloquence impétueuse et populaire qui rappelle Bossuet et qui explique son ascendance sur le public romain. Son fils, philosophe comme lui, hérita de son autorité. À côté de Sextius se place Fabianus, un autre maître de Sénèque, mais d'un genre tout différent de Sextius. Fabianus ne cherche à inspirer aux âmes que les sentiments les plus doux. Sa parole est naturelle et coulante. Il a ce charme propre qui consiste dans l'onction. Si Sextius fait songer à Bossuet, Fabianus nous paraît être une sorte de Fénelon. Comme Sextius, Sosion est en partie stoïcien, en partie pythagoricien. Aux doctrines dont il se fait l'interprète, il ajoute certaines fantaisies comme la recommandation de renoncer à la viande. Sénèque, un docile disciple, suivit, paraît-il, cette prescription pendant plusieurs années et ne cessa que sur les instances de son père, qui redoutait pour lui les persécutions dirigées alors contre les sectes d'Orient suspectes à Tibère. Enfin, au nom de Sextius, de Fabianus et de Sosion, il faut joindre celui d'Attalus, qui semble avoir eu sur Sénèque plus d'empire encore que les autres. Sénèque suit partout son maître chéri pour le questionner et l'entendre. C'est sous l'influence des enseignements d'Attalus qu'il fait vœu de pauvreté, de chasteté, de tempérance. Il renonce dès lors, nous dit-il, à certains raffinements de luxe, aux huîtres, aux parfums, aux bains chauds. Ce n'était point sans doute un philosophe médiocre que celui dont la parole pouvait faire sur Sénèque une si vive impression.
La philosophie, au temps de Sénèque, est donc devenue à la fois plus éclectique, plus pratique et aussi plus enthousiaste. La grande question pour elle, comme pour le christianisme, semble être l'amélioration, le redressement et ce que les chrétiens appellent le salut des âmes. Le reste, la spéculation pure, est mis de côté et dédaigné. Je parle dans la langue grecque, dit Sextius, mais à la romaine, Graecis verbis romanis moribus, selon Sénèque, voulant dire par là qu'il emploie la manière romaine, la méthode pratique, par opposition à la philosophie contemplative des Grecs. Sénèque n'est pas moins dédaigneux pour la dialectique, les inepties, les subtilités de cette philosophie en regard de laquelle il met sans cesse la philosophie romaine, comme si, après tout, celle-ci ne devait point à celle-là son fond et sa substance. Sénèque est en vérité ingrat envers la Grèce, et spécialement envers Platon, dont il compare les dialogues à des nœuds subtilement dressés pour étouffer un adversaire. C'est là voir les choses par le petit côté. En Grèce, la doctrine se faisait en causant. Élèves et maîtres se promenaient entre eux. Chemin faisant, on discutait, les objections se produisaient, puis les répliques. Dans la causerie, tel détail acquérait une importance particulière et, si l'on veut, excessive. Puis, c'était un si grand plaisir que d'appliquer à toute chose le jeu du mécanisme syllogistique. De là ces subtilités que les Romains ne goûtaient point et qui avaient cependant leur excuse. Elles étaient excusables, surtout dans Socrate, qui, ayant affaire aux sophistes, devait naturellement être tenté de les battre avec leurs propres armes. Sous cette forme, d'ailleurs, que les Romains jugent si sévèrement, il y avait de graves doctrines, une trame solide d'idées sérieuses et élevées. C'est perdre son temps aussi que d'étudier l'astronomie. Sénèque ne voit pas le haut intérêt de cette science. Il ne voit pas qu'abstraction faite de ses autres services, l'astronomie a ce mérite éminemment philosophique de chasser les préjugés, la superstition, et d'élever l'esprit et le cœur de l'homme en lui donnant de grandes vues sur la nature. Sénèque n'est pas plus heureux dans la critique qu'il fait de la musique. La musique, dit-il, sert-elle à mettre de l'harmonie dans notre âme? Et il répond négativement. Or, en ce point, il se trompe, car la musique, par cela même qu'elle est l'expression d'un certain ordre, d'une certaine harmonie, compose en quelque sorte à son image le cœur de celui qui l'écoute, et y insinue cette harmonie, cet ordre qu'elle contient en elle-même et dont la présence se fait sentir à l'âme par une douce sérénité. Mais Sénèque, nous le répétons, sacrifie de parti pris toutes ces sciences à l'intérêt mal entendu de la philosophie pratique et morale. Les doctrines si variées des Grecs se trouvent donc réduites les unes et les autres à un ensemble de préceptes, de maximes et de pratiques qui forment une sorte de catéchisme et pour ainsi dire une science de couvent. Que cet enseignement ait sa grandeur, sa haute utilité, cela est incontestable. Il a soutenu les esprits sous l'Empire. Il a été pour eux un précieux viatique. Il les a aidés à vivre. Il leur a donné souvent le courage de mourir. Mais il a eu une certaine étroitesse, un rigorisme pédantesque qu'on regrette d'y rencontrer. Le philosophe stoïcien était devenu un prédicateur qui se faisait des objections à lui-même, au lieu de causer, comme les Grecs, avec ses auditeurs, et qui s'enfermait dans un cadre restreint, déterminé, à l'avance, divisé en plusieurs points comme un sermon moderne. Après l'exorde, c'était l'admonitio, partie du discours où l'orateur prenait à partie telle ou telle passion, dont il faisait ressortir toute l'horreur dans le suasio. Après la suasio venaient les exempla ou exemples empruntés à l'histoire et démontrant les dangers de cette passion par des faits. Puis dans une cohortatio ou concio, l'orateur exhortait son auditoire à se guérir des vices qu'il venait de lui signaler et il terminait son discours. Ce n'était pas autre chose, il est aisé de le voir, que le sermon moderne. Mais les stoïciens dépassaient encore quelquefois l'étroitesse d'esprit, la sécheresse méprisante de certains prédicateurs. Ils tombaient assez volontiers dans une sorte de bigotisme philosophique. Cette ressemblance qui existe entre la philosophie stoïcienne et le christianisme, ressemblance qu'il ne faut pas exagérer mais qui est réelle, a fait croire que des philosophes stoïciens avaient été en relation avec des chrétiens. Sénèque a particulièrement été mis en cause. On a prétendu qu'il avait connu saint Paul.
nous aurons à examiner la valeur de cette assertion et les arguments qu'on a produits en sens contraire. Ce sera l'objet de notre prochaine leçon.